voyez cette flamme qui brûle? Eh bien, elle est semblable à cette lueur d'espoir qui se cache en chacun d'entre nous. Elle est à la fois de toute beauté, mais si fragile. Cet espoir qui nous rappelle que tout est possible, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas succomber à l'horreur de ce monde. Mais le monde, lui, est si cruel. À tout moment, tout peut s'arrêter. D'un simple sourire, tu peux plonger dans le néant absolu. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, j'ai envie de vous dire quelques petits trucs. J'ai une grande nouvelle aujourd'hui. Je suis heureux de vous annoncer l'arrivée d'un nouveau-né. Alors non, je n'ai pas d'enfant, bande de fourbes. Je vous parle bien sûr de ma nouvelle chaîne YouTube Mogota TV. Mais c'est qui serait farceur le Mogo? Mais que voulez-vous? Faut bien que je maintienne votre attention. Non, plus sérieusement, je suis heureux de vous présenter Mogota TV. Je vous ai dit que cette année, je vais faire pas mal de contenu. Et bah là-bas, ça va être très sympathique. Et en plus de ça, dans cette chaîne, il y aura même des invités spéciaux. Mais ça, j'en dis pas plus. Mogota TV, c'est une chaîne où vraiment, vous allez pouvoir me retrouver pour mon humour, des vidéos réactions sur des émissions complètement dingues. Et d'ailleurs, le premier épisode est déjà dispo, donc je vous attends très nombreux la famille. N'hésitez pas à venir vous abonner et passer de bons moments avec moi là-bas. En attendant toutes les semaines vendredi 17h pour un nouveau True Crime, et bah venez vous détendre, ça va vous faire du bien et on va bien rigoler. Donc n'hésitez pas, le lien de la chaîne Mogota TV est juste en bas en description. Ouais, franchement, j'ai hâte de vous partager plein de contenu là-bas et que notre famille s'agrandisse de plus en plus. Sur ce trêve de bavardage, on se reconcentre sur notre vidéo du jour. Et autant vous dire que les deux affaires qui vont suivre sont particulièrement horribles et tristes. Accrochez-vous bien parce que sincèrement, on va voir des choses qui n'auraient même pas dû exister en fait. Alors sans plus attendre, je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. Notre première histoire prend place au Pakistan, dans la ville de Lahore. C'est la deuxième ville la plus importante du pays après Karachi. Elle comptabilise un peu plus de 11 millions d'habitants. Lahore se trouve dans le nord-est du Pakistan, juste au niveau de la frontière avec l'Inde. Mahira Zulfikar est une jeune femme britannique d'origine pakistanaise. J'ai pu lire dans des articles qu'elle avait également la nationalité belge. Elle réside une bonne partie de sa vie dans la ville de Feltham, au Royaume-Uni. Elle est la fille de Tabassum et Mohammad Zulfikar. Ses parents tiennent un stand au marché de la ville, dans la partie ouest de Londres. Elle a 3 frères, dont Faizan et Moïse Mohammad. Elle réside dans l'est de Londres, où elle suit des études à l'université. Mahira est très cultivée et brillante dans ce qu'elle entreprend. Elle parle 5 langues et elle excelle dans ses études. 5 langues, et moi je trouve ça énorme. Moi, perso, je pense que j'en parle que 3. Anglais, français et arabe. Et vous? Dites-moi combien de langues vous parlez vous? Je suis assez curieux et je trouve ça toujours fascinant les gens qui sont bilingues. Je vous promets, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Les gens qui ont une facilité à apprendre plusieurs langues. Donc franchement, je trouve ça beau. 5 langues, c'est magnifique. Avant d'entrer à l'université de West London, elle a obtenu une licence en droit à l'université de Middlesex. Mahira a eu l'occasion d'étudier pendant une petite période à Dubaï. Elle a également travaillé dans le domaine juridique chez Duck & Blackett Law. Après avoir obtenu son diplôme de droit, elle décroche une place dans un programme de mentorat juridique avec un cabinet d'avocats à Reading. Au moment de notre histoire, la jeune femme est alors âgée de 24 ans. Mais malheureusement pour elle, ses plans de carrière vont prendre une nouvelle tournure. Son programme de mentorat juridique est en quelque sorte suspendu. La jeune femme se rend alors au Pakistan en mars 2021 pour le mariage d'un cousin en compagnie de sa mère. Si les Zulfikar ont de la famille sur place, elle ne loge apparemment pas chez des proches. Mahira séjourne avec une amie, prénommée Ikra, dans la partie supérieure d'une petite maison. Ils étaient situés dans l'un des quartiers les plus chers de Lahore. Le quartier se nomme Défense, en raison de la présence de nombreux officiers de l'armée à la retraite. On peut également y retrouver des politiciens et des bureaucrates. La mère de Mahira est restée le temps du mariage, puis est rentrée au Royaume-Uni avant que le Pakistan ne figure sur la liste rouge des voyages en raison de la pandémie mondiale. Mahira, quant à elle, n'a pas voulu rentrer tout de suite.
Elle ne voulait pas se retrouver en quarantaine pendant 10 jours suite à son retour. Elle souhaitait attendre que le Pakistan ne soit plus dans cette fameuse liste rouge. Mahira souhaite profiter de ce séjour au Pakistan. Elle va plus loin en décidant de le prolonger suite au départ de sa mère. La jeune femme n'a plus d'obligations professionnelles pour le moment. Son programme de mentorat n'est pas renouvelé pour une nouvelle date. Mahira profite de ses vacances pour faire la fête, notamment avec les enfants de haute sphère de la ville. Elle côtoie des personnes qu'elle n'a pas spécialement l'habitude de côtoyer, jusqu'au jour où malheureusement, quelque chose de très sombre va se produire. Le 3 mai 2021, la jeune femme est retrouvée décédée dans sa résidence de Lahore par la femme de ménage qui s'occupait des lieux. J'ai même pu lire que c'est son oncle qui a fait la macabre découverte, suite à un appel du père de Mahira. Il devait être très inquiet pour elle. Le corps de la malheureuse baigne dans une mare de sang. La scène était effroyable. Son portable se trouve non loin d'elle, comme si Mahira avait tenté d'appeler les secours. Une enquête débute afin de comprendre ce qui s'est passé. La scène de crime est bouclée, dans le but de récolter des preuves. Le rapport d'examen dévoile que Mahira a subi 2 blessures par balle, une dans le cou et l'autre dans le bras. Elle a plusieurs hématomes sur la main droite et le pied gauche. Mahira a été violentée par son agresseur, subissant même un étranglement. La victime a été attaquée très tôt dans la matinée et elle s'est vidée de son sang dans son logement afin de pouvoir être secourue. L'ami de Mahira est approché afin de comprendre ce qui a pu se passer. La femme dormait dans une des chambres du logement et elle ne se trouvait pas sur place le matin de la tragédie. Elle collabore avec les enquêteurs dans le but de savoir qui a tué son ami. La vidéosurveillance de la résidence est examinée. Le portable de la victime est également récupéré pour analyse. Le Pakistan commence à s'intéresser à cette affaire et la presse sort les premiers articles. Ici, tout le monde se demande qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre jeune femme. Des voisins de la résidence où elle logeait ont constaté plusieurs scènes inquiétantes. Mahira a été menacée au couteau par plusieurs hommes dans la rue. Une autre fois, elle serait revenue en larmes après qu'une voiture l'ait déposée. Elle serait rentrée d'une manière très précipitée. Et comme dernier exemple, on a la fois où elle a été entraînée de force dans une voiture. Est-ce qu'ici ce ne serait pas l'épisode qu'elle avait déjà raconté à la police? Elle se sentait déjà menacée et elle a déjà essayé de prévenir la police. Mais eux n'ont rien fait pour l'aider. Par le biais des témoignages récoltés, on apprend que Mahira était de sortie la veille au soir. La jeune femme est revenue dans sa résidence dans les environs de 23 heures. Elle a été déposée par une voiture qui est partie dès qu'elle est entrée dans le bâtiment. Le meurtrier a donc attendu son retour pour s'en prendre à elle. Il se trouvait peut-être déjà dans l'appartement, profitant de son absence. Suite à la mort de leur fille, les parents de Mahira prennent l'avion de Londres jusqu'à Lahore. Conformément à la loi islamique, les funérailles doivent intervenir dans les 24 heures suivant le décès. De nombreuses personnes assistent à la cérémonie funéraire de la jeune femme. Un service commémoratif a été organisé en parallèle dans une mosquée de Hounslow, dans la partie ouest de Londres. Les frères de Mahira n'ont pas pu accompagner leurs parents pour assister à la cérémonie au Royaume-Uni. Le père de la victime lance un appel au premier ministre du pays, Imran Khan, afin que justice soit rendue à sa fille. Le frère de Mahira, Moïse Mohammad, s'exprime également. « C'est un cauchemar que nous traversons, et je ne peux toujours pas croire qu'elle ne soit pas avec nous. Elle était toujours intentionnée et désireuse de défendre les pauvres. Tout ce que nous voulons, c'est la justice. » On apprend que Mahira s'est présentée à la police pour faire une déclaration 4 jours après un incident. Le document rédigé en ourdou a pu être traduit en anglais par le média de presse Daily Mail. La jeune femme a révélé que le 17 avril, un homme qu'elle connaît est venu là où elle réside. L'homme est venu à 4h30 du matin et l'a menacée avec une arme. Mahira n'a pas eu d'autre choix que de le suivre. Et tu m'étonnes, la pauvre. T'as un homme qui vient chez toi avec un couteau, qu'est-ce que tu veux faire ? T'es là, devant lui, impuissante, et tu sais pas ce qu'il va faire. L'individu l'a enlevée et conduite dans un autre quartier. Alors qu'il se trouvait sur la route, l'homme a tenté de l'agresser sexuellement. Mahira est parvenue à le repousser et à s'enfuir du véhicule. Elle a appelé le 15, le numéro d'assistance de la police, avec son téléphone. L'homme l'a rejoint rapidement et lui a pris son portable. Mahira a alors crié dans le but d'alerter les passants. Ce jour-là, l'homme en question a eu peur. Il est retourné à sa voiture et avant de s'en aller, il a menacé la jeune femme de la tuer. Mahira est directement rentrée à sa résidence en taxi. Elle a assuré que l'homme était déjà venu plusieurs fois au niveau de son bâtiment. Il avait déjà tenté d'entrer avec une arme à feu. Mahira révèle qu'elle était tétanisée à l'idée de revoir cet homme. La jeune femme demande au policier de faire quelque chose pour elle car elle craint véritablement pour sa vie.
Et c'est là que je vais m'énerver parce que c'est vraiment terrible cette affaire. T'as une jeune femme qui est menacée par un fou furieux et vous ne l'aidez pas. T'as la police qui est là en train de siroter son café et qui n'en a rien à faire. C'était évident qu'il allait se passer quelque chose de terrible par la suite. Mais Skina, elle n'a reçu aucune aide. Elle avait beau demander, eh bien il restait passif. L'homme qui lui veut du mal se nomme Saad Amir But, mais il est également présenté sous le nom de Saad Akhtar Mir parfois. Pour plus de compréhension de notre récit, je vais rester sur le premier nom que je vous ai donné. Saad Amir, l'homme qui s'en est pris à Mayra, mi-avril, est interpellé le 12 mai. L'homme de 29 ans assure ne pas être responsable de la mort de la touriste. Il a comparu devant la police, racontant ce qu'il a fait la nuit du meurtre de Mayra. Saad Amir assure qu'il était chez lui. S'il était ami avec la jeune touriste, leur amitié s'était achevée peu de temps avant sa mort. Maintenant, on revient sur l'accusation d'enlèvement que Mayra avait émise à son encontre. Saad Amir a déclaré qu'il n'a jamais essayé d'enlever son ami et qu'en plus de ça, il y avait une enquête à ce sujet. Il avait même été relâché suite à tout ça. Les enquêteurs sont certains que Saad Amir a commis le meurtre. Ils ne sont cependant pas certains qu'il a agi seul. De nombreuses zones d'ombre subsistent toujours. Il n'est pas le seul individu d'intérêt dans cette affaire. 2 autres hommes sont recherchés. Les enquêteurs se sont intéressés à plusieurs adresses d'Islamabad, la capitale pakistanaise, et aussi à Lahore sans que de nouvelles arrestations n'interviennent. Le nom de Zahir Jadoun est évoqué. Cet homme de 26 ans aurait loué l'appartement où Mayra a connu la mort. Et ces 2 jeunes gens auraient apparemment entretenu une relation amoureuse. Saad Amir aurait continué d'être insistant auprès de la jeune femme, bien qu'elle était en relation avec Zahir Jadoun et qu'il était au courant. L'hypothèse de la relation avec Zahir Jadoun n'est peut-être pas celle que la police croit. La victime avait fait part du harcèlement qu'elle subissait à son oncle Mohammad Nazir. En fait, la jeune femme était au cœur d'une relation assez complexe. Saad Amir et Zahir Jadoun étaient en rivalité pour demander sa main. Mayra était loin de vouloir tout ça. Elle voulait juste venir en vacances et profiter d'être dans un cadre différent de celui qu'elle avait ces dernières années. Voyant que la jeune femme ne souhaitait pas se marier, les 2 individus s'étaient montrés relativement menaçants. Les 2 hommes sont amis et menacent Mayra de conséquences désastreuses. Ici, on est clairement sur des menaces de mort. Et sérieux, je comprends même pas comment on peut en arriver là. La pauvre, elle était partie au Pakistan pour changer d'air, et là t'as des gens qui veulent la marier. Elle était juste là pour passer un tout petit peu de bon temps, et t'as des gens qui lui cassent la tête à vouloir la marier à tout prix. Je vous promets, les gens parfois sont dérangés, mais laissez-la tranquille. Ah, je vous promets, ça me rend fou. Zahir Jadoun est finalement interpellé par les autorités pakistanaises. Son frère aurait également été arrêté. L'homme issu d'une importante famille pakistanaise est déjà connu par la police. Il est d'ailleurs recherché pour un autre meurtre, intervenu en 2019 dans la ville de Rawalpindi. L'homme a menacé à plusieurs reprises Mayra, obligeant la jeune femme à se rendre à la police pour signaler ce qu'elle vit. Si l'homme refuse d'admettre avoir commis le meurtre, il fait quand même des aveux abominables. Il révèle avoir eu une bagarre avec Mayra le matin du 3 mai, et l'ami de la jeune femme, Ikra, était au courant. La police émet l'hypothèse que Mayra serait rentrée en possession de vidéos compromettantes concernant Zahir Jadoun. Elle l'aurait fait chanter sur un sujet dont on n'a pas connaissance, ce qui aurait poussé l'homme à commettre le meurtre. Et suite à son acte, il aurait pris la fuite en direction d'Islamabad. Mayra avait peut-être filmé l'homme à son insu après avoir subi plusieurs moments de harcèlement. Elle souhaitait peut-être s'en servir pour porter plainte auprès de la police. Son but était simplement d'obtenir la paix, et elle ne savait même pas comment y parvenir. Elle était tellement sous tension, imaginez-vous une seule seconde à sa place. Elle a dû vivre un véritable enfer que je ne souhaite à personne. Une audience intervient concernant Zahir Jadoun vers la fin mai. Il demande une libération sous caution car il est en détention depuis son arrestation 3 mois auparavant. L'homme réitère ses propos, comme quoi il est innocent, bien que les policiers prétendent qu'il a avoué être le meurtrier de Mayra. Le tribunal refuse cette demande. Des manifestations vont intervenir dans le pays suite au décès de Mayra Zulfikar. La jeune femme a été délaissée par les autorités et ça, ce n'était pas normal. Elle était harcelée, elle avait reçu des menaces de mort et eux, ils n'ont pas jugé bon d'agir. Alors autant vous dire que c'était un putain de scandale. Et sérieux, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais comment tu veux croire en la police après tout ça, sérieux? Enfin bref. Les manifestants réclament des réformes de la police, suite à des déclarations publiques faites par le chef de police de Lahore. Le fonctionnaire suggérait que la jeune femme n'aurait pas dû voyager sans la permission de son mari sur cette route.
Déjà de une jeune femme n'a pas à demander la permission de son mari pour faire quoi que ce soit. C'est abusé, juste pour un simple déplacement. Un simple déplacement. Et de deux, Maïra n'était pas mariée, donc elle ne doit rien à personne. Et en plus de ça, il a quand même oublié la partie de l'histoire où Maïra Zulfikar s'est fait enlever chez elle sous la menace d'une arme. Enfin bref, tout ce qui se passe est de la pure folie et rien n'est pris au sérieux. En avril 2021, le Premier ministre Imran Khan avait eu des propos tout aussi incriminants à l'égard des femmes. Il a fait la déclaration suivante. Tout ce concept de purda, dissimulation ou ségrégation est d'éviter la tentation. Tout le monde n'a pas la volonté de l'éviter. L'opinion publique a été choquée par ces propos, suggérant que les femmes devaient faire attention à leur manière de s'habiller. Rappelons que le père de Maïra appelait à l'aide ce même homme dans les semaines suivant la mort de sa fille. Le même Premier ministre qui blâme lui-même les femmes pour des violences qu'elles peuvent subir. La famille de Maïra a été très déçue de l'enquête de police, bien que les autorités assurent être sur la bonne voie. Mohammad Zulfikar souhaite que l'équipe qui s'occupe du dossier de sa fille soit changée. Il fait même appel à la militante pakistanaise Malala Yousafzai pour lui venir en aide. La jeune femme a obtenu le prix Nobel de la paix en 2014, alors qu'elle était âgée de 17 ans. Une page GoFundMe a été ouverte par les proches de la victime. Les dons réalisés au nom de Maïra seront reversés à une œuvre caritative. La jeune femme de son vivant voulait faire le bien dans sa vie, aider les gens, rendre le monde meilleur. Donc c'était une bonne manière de lui rendre hommage. La jeune femme rêvait aussi d'ouvrir son propre cabinet d'avocat. Elle qui était venue au Pakistan pour célébrer un merveilleux événement, elle a vécu le pire les mois qui ont suivi. Pour ce qui est des peines de prison des suspects, je n'ai pas pu en savoir plus malheureusement. Les articles de presse que j'ai consultés sont pour la plupart datés de mai 2021, donc dans les jours suivant le décès de Maïra Zulfikar. Je ne saurais pas vous dire si l'enquête est toujours en cours. J'espère en tout cas que la jeune femme a pu obtenir justice, comme le réclament ses proches. On poursuit maintenant avec notre deuxième affaire. Direction l'Angleterre et plus précisément à Woking. La ville se trouve dans la partie sud du pays et comptabilise un peu plus de 60 000 habitants. Sarah Sharif est née le 11 janvier 2013 dans la ville de Slough. Elle est la fille d'Olga Domin Sharif, une Polonaise de confession catholique, et de Urfan Sharif, un musulman pakistanais. Urfan a déménagé en 2001 et exerce la profession de chauffeur de taxi. Le couple est marié depuis 2009 et un garçon est né un an plus tard. Les Sharif finissent par se séparer en 2015 avant de divorcer. Olga récupère la garde des deux enfants, mais l'année 2019 va prendre un nouveau tournant. Sarah et son frère sont confiés à la garde de leur père. Depuis les 4 dernières années, l'homme de 38 ans a refait sa vie et s'est marié à Benash Beitol, 25 ans. Le couple vit avec ses 4 enfants et le frère d'Urfan, Faisal Malik, 24 ans. Le père de Sarah souhaite reprendre le contrôle sur ses enfants. Si son ex-femme ne désirait pas que les enfants soient élevés en tant que musulmans, Sarah et son frère vont désormais se plier à de nouvelles règles de vie. Sarah et son frère se retrouvent à vivre à Woking, parmi les nombreux membres de leur famille. Olga est complètement écartée de l'environnement des enfants. Et la petite Sarah se retrouve à porter le hijab, le voile en gros. La petite fille est retirée de l'école vers avril 2023 parce qu'elle se retrouve harcelée à cause de son vêtement. Elle se retrouve scolarisée à domicile et c'est sa belle-mère qui lui fait la classe. Et je ne vous l'ai pas dit plus tôt, mais Sarah est également connue des services sociaux. Le 10 août 2023, un appel étrange est passé auprès des autorités anglaises aux environs de 3 heures du matin. Il provient du Pakistan et l'interlocuteur invite la police à se rendre auprès d'une maison de Woking. La conversation dure plusieurs minutes, rendant la situation plutôt sérieuse. Des agents se rendent sur les lieux et forcent la porte d'entrée des Sharif. Si la maison semble vide, une découverte terrible est faite dans l'une des chambres. Le corps d'une petite fille est retrouvé. Il est transporté dans une institut directement dans le but d'être identifié. L'hypothèse sur l'identité de la petite fille se confirme de plus en plus suite à des prélèvements ADN. La victime n'est autre que Sarah Sharif, une petite fille de 10 ans. Comme je le disais, son nom a pu être vérifié à l'aide de prélèvements ADN, celle de sa mère Olga et d'un autre parent resté anonyme de Sarah. La maison familiale des Sharif est vide. On sait désormais que 3 adultes et 5 enfants vivaient sous ce toit, en plus de Sarah. Maintenant, il est nécessaire de mettre la main sur Urfan, son épouse Benash Patol et le frère d'Urfan, Faisal Malik. Les policiers découvrent assez rapidement que les 3 individus ont quitté le Royaume-Uni en direction de la capitale pakistanaise, Islamabad. Le vol a eu lieu le 9 août
et les 5 autres enfants faisaient partie de l'expédition. L'examen du corps de la petite victime a eu lieu le 15 août. La cause de la mort est pour le moment indéterminée, mais il est certain que ce n'était pas une mort naturelle. On découvre chez Sarah de nombreuses blessures graves, signe qu'elle a subi de sévères maltraitances. L'expert médico-légal identifie des lésions plus ou moins anciennes sur le corps de la petite victime. Sarah a connu plusieurs fractures par le passé, notamment à la clavicule et à l'os iode du cou, qui ont guéri. J'ai fait une petite recherche pour savoir où se situait cet os. Il se trouve juste en dessous de la base de la langue. C'est le seul os chez l'humain qui est seul, qui n'est pas relié à un autre os. Je peux même pas imaginer la douleur qu'on peut ressentir à cet endroit. Et en plus, une fracture. Et on ne sait même pas dans quel contexte Sarah a subi cette blessure. Juste le fait d'y penser, c'est juste horrible. L'examen du corps révèle également plusieurs fractures au niveau des côtes. Il y a des hématomes au niveau du torse et des membres, ainsi qu'une hémorragie cérébrale. Les enquêteurs font des découvertes intéressantes pendant les investigations. Le 8 août, le père de Sarah a fait appel à une connaissance pour qu'elle réserve 8 billets d'avion pour Islamabad. C'est d'après lui une situation d'urgence. Un cousin est décédé et il doit se rendre absolument sur place avec sa famille. La famille a donc quitté le Royaume-Uni dans la précipitation et elle va être introuvable pendant presque 5 semaines. Les proches de Benash Battle, la femme d'Urfan, sont troublés. Ils l'incitent à revenir en Angleterre pour répondre des événements. La jeune femme avait épousé Urfan Sharif en secret, sans tenir sa famille informée. Elle avait semble-t-il profité de cette union pour couper les ponts avec ses proches. Le choc est immense suite à l'annonce du décès de Sarah. Mohammad Sharif, père d'Urfan et grand-père de la petite fille, ne comprend pas pour quelle raison une telle tragédie s'est produite. C'est à son domicile qu'Urfan, sa femme, son frère et les enfants ont trouvé refuge à leur départ du Royaume-Uni. Il parle de Sarah avec émotion, la décrivant comme une petite fille obéissante et mignonne. La maison de l'homme sera d'ailleurs perquisitionnée par les autorités pakistanaises le 12 septembre dans le but de trouver le moindre indice sur la localisation des individus. Si Urfan, son épouse et le frère ne se trouvent pas sur place, les 5 enfants du foyer sont présents. Les autorités souhaitent que les enfants soient confiés à une sorte de foyer au Pakistan, en attendant de savoir ce qu'il va advenir d'eux. Mohammad, le grand-père, s'oppose à cette décision. Il est hors de question que les enfants lui soient arrachés de cette manière, et il est prêt à se battre. L'homme souhaite obtenir la garde complète. Les 3 adultes sont revenus en Angleterre le 13 septembre et sont interpellés à l'aéroport de Gatwick. Suite à ça, ils sont entendus dans le cadre de l'enquête. Ni Urfan, ni Benash, ni Faisal ne reconnaissent sa culpabilité dans le meurtre de Sarah. Les maltraitances ne sont pas non plus admises, ils ne vont rien dire. Malgré la non-coopération des suspects, les 3 individus sont accusés de meurtre et d'avoir causé ou permis la mort d'un enfant. Urfan, Benash et Faisal sont placés en détention provisoire et une première audience se déroule le 15 septembre au tribunal de première instance de Guildford. Les inculpés comparaissent à nouveau devant le palais de justice de Old Bailey 4 jours plus tard par le biais d'une vidéoconférence. Une ordonnance de plaidoyer est ensuite intervenue le 1er décembre 2023. Les suspects plaident toujours non coupables. Les seuls moments où ils ont ouvert leur bouche, c'était pour dire leurs identités et dire qu'ils n'ont rien fait. Voilà, ils n'ont même pas pu avouer et assumer leurs actes. Le procès doit se tenir en septembre 2024. Les audiences permettent de connaître un peu plus de détails sur les circonstances de découverte du corps de Sarah. Celle-ci était allongée sur le lit superposé de sa chambre, situé à l'étage de la maison, les mains posées sur sa poitrine. Elle était habillée et avait la tête levée. Les enquêteurs ont récupéré 2 messages écrits à la main, sous l'oreiller sur lequel son corps était disposé. L'expert médico-légal parle de nombreuses blessures que Sarah a subies. Certaines blessures datent de bien avant le décès de la jeune fillette. L'expert n'hésite pas à décrire ce qu'il a constaté comme étant des constellations de blessures guéries et cicatrisantes. Il est certain que les 3 suspects étaient au courant ou participaient aux sévices physiques graves sur Sarah. Le ou les personnes qui n'étaient pas complices n'ont pas fait en sorte de protéger la petite fille. Ils l'ont laissée là, ils ont regardé et ils l'ont laissé succomber de ses blessures. L'arrestation des 3 adultes du foyer est une bonne nouvelle. Et en parallèle, d'autres procédures vont être mises en place. La justice anglaise n'oublie pas les 5 enfants âgés de 1 à 13 ans qui se trouvent toujours au Pakistan. Ils ont été placés sous la tutelle par la division de la famille de la Haute Cour de Londres.
Le tribunal ordonne d'ailleurs leur retour dans le pays. Une demande est faite auprès de la Haute Cour de Lahore au Pakistan le 19 octobre. Une audience intervient à Lahore concernant la garde des enfants. Ceux-ci sont maintenus en dehors de la salle du tribunal, le temps que l'affaire les concernant soit prise en compte. À l'issue de la procédure, les grands-parents des enfants obtiennent la garde provisoire. Ils demeurent sous le toit de Mohammad Sharif. Mark Chapman de la police de Surrey et de la police de Sussex s'exprime concernant l'affaire. Tout d'abord, au nom de la police de Surrey, je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances suite à la mort tragique de Sarah. Nos pensées vont à sa mère dans ces moments difficiles. Nous sommes également pleinement conscients de l'impact qu'aura cet incident dévastateur au sein de la communauté locale. La mort de la fillette a causé une profonde tristesse au sein de la communauté anglaise, et personne n'oubliera cette vie arrachée aussi brutalement. On se retrouve pour la conclusion de nos deux affaires. Ici, on a deux vies brisées trop rapidement et c'est beaucoup trop triste. Je vous promets, en ce moment, les affaires que je vous présente sont de pire en pire. J'ai l'impression que jamais ça ne s'arrêtera. Tous les jours, ça ne s'arrête pas. Il y a des affaires et des faits divers qui se produisent. Ici, on a une femme et une petite fille qui ont été pris pour cible, alors qu'elles n'ont rien fait en fait. Mahira Zulfikar avait déjà un parcours incroyable à son actif. Âgée de 24 ans, elle faisait la fierté de son entourage. La jeune femme avait suivi brillamment ses études universitaires et s'apprêtait à entrer dans la vie active. En raison de la pandémie mondiale, ses plans avaient évolué. C'était certainement le moment pour elle de prendre un peu de repos. Le mariage d'un cousin au Pakistan lui a permis de prendre un peu de vacances, loin de son quotidien. Si elle a profité de retrouver sa famille et de faire la fête, elle a également subi un harcèlement de la part de ces deux hommes voulant l'épouser. Ce n'était pas ce que recherchait Mahira en débarquant au Pakistan. Concernant Sarah Sharif, c'était une petite fille heureuse qui avait la vie devant elle. Elle et son frère aîné se sont retrouvés dans le foyer de leur père après la séparation de leurs parents. La petite fille est passée sous le contrôle d'un père qui a revu ses tenues vestimentaires et qui faisait preuve de violence à son égard. Elle était même connue des services sociaux. Elle a ensuite été éduquée à la maison, ce qui a empêché son environnement de savoir ce qu'elle vivait au sein du foyer familial. Mahira a subi la colère de ces hommes qui attendaient d'elle un rôle qu'elle ne voulait pas. Les menaces et les harcèlements ont précédé son décès au sein de son propre logement. Sa mère, qui l'avait accompagnée au Pakistan, a dû reprendre un vol en compagnie de son mari pour enterrer sa fille. Sarah, de son côté, a été abandonnée par son père et sa famille suite à son décès. L'homme, comme pris par le sentiment de culpabilité, a contacté la police dans le but que le corps soit retrouvé. La petite victime avait été disposée d'une certaine manière, comme si la mort était intervenue d'une douce manière. Mahira et Sarah ont été enlevés de notre monde par la main d'hommes qui voulaient les manipuler et les contrôler à leur guise. Comme toujours, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances aux proches de Mahira et de Sarah. Ces deux présences ont marqué les personnes qui ont été amenées à les côtoyer par leur gentillesse et leur sourire. Merci à tous de m'avoir regardé, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'attends vos avis concernant ces deux affaires dans les commentaires, qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne secondaire Mogota TV pour passer de bons moments. Parce qu'après les deux affaires qu'on vient de voir, je pense qu'on a besoin de décompresser. Je vous avoue que je les ai trouvées particulièrement horribles, surtout quand ça touche à un enfant. Enfin bon mes amis, n'hésitez pas à venir sur Mogota TV, histoire de soutenir la chaîne et de passer de bons moments, histoire de décompresser. Je vous le dis, ça nous fera que du bien après tout ce qu'on vient de voir. En tout cas la famille, prenez bien soin de vous et vos proches, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.